Bonjour à tous. Je m'excuse déjà, j'ai une bronchite asthmatique et j'ai du mal à parler. Je suis ravi d'être devant vous ce matin. C'est aussi un honneur pour nous, au MUFON, de venir rencontrer OVNI Languedoc. À ce titre, je voudrais remercier Thierry Gaulin et toute l'équipe d'OVNI Languedoc pour leur aimable invitation et aussi leur accueil chaleureux. Donc moi je me présente, je m'appelle Éric Barouillet, j'ai 58 ans et je suis le directeur adjoint du MUFON France. Donc je suis toujours en activité, dans la vie j'exerce le métier de concepteur topographe dans un bureau d'études d'ingénierie, en infrastructure routière et en génie civil. Donc suite à diverses expériences personnelles, on va dire des observations mais surtout une interaction avec des intelligences non humaines, ce qui m'a poussé en fait à m'investir en ufologie et rejoindre le MUFON en décembre 2018. Alors je vais vous présenter brièvement le MUFON, la structure. C'est une structure américaine qui a été créée en 1969 aux États-Unis par un groupement d'ufologues issus de diverses formations, principalement techniques, des ingénieurs aussi et des militaires, des anciens militaires. Depuis une quinzaine d'années, ils ont décidé d'ouvrir l'organisation à l'international en créant des subdivisions, des agences dans plusieurs pays, et notamment en Amérique du Sud et en Europe. En France, c'est présent, l'organisme MUFON est présent depuis une quinzaine d'années, sous diverses directions. Celle que je représente date de juillet 2020, avec la venue de Jeannie Charot, qui était directrice du MUFON Québec, et qui a repris la structure ici française après une démission du directeur précédent. Dans le MUFON, c'est quoi en fait? MUFON pour Mutual UFO Network, ou en français, c'est Réseau d'enquête partagé ou participatif sur les objets volants non identifiés. Alors il faut savoir que le MUFON, il y a plusieurs, à plusieurs fonctions. Au-delà des formations des enquêteurs, il y a à peu près 5000 membres adhérents au MUFON international et nous avons, enfin, il y a à peu près 600 enquêteurs de terrain répartis à travers le monde entier. En France, nous sommes une vingtaine d'enquêteurs et une dizaine de personnes nous aident pour la gestion de l'association MUFON France et territoires ultramarins. Et ainsi que pour l'édition d'un journal trimestriel numérique que l'on édite. Vas-y, continue à parler. Moyennant la cotisation de 30 € annuellement. Oui, vous m'entendez? Oui, continue. Ouais. Continue, on n'est pas là. Continue à parler. Ça marche. Ce que je voulais vous dire aussi, le MUFON, aux États-Unis, il y a une université, MUFON, qui est chargée en fait de réorienter sans arrêt en fait les enquêteurs de terrain, de les former. Il y a aussi une télévision privée, MUFON TV. Il y a aussi un journal numérique mensuel, le journal MUFON. Là, ce dont je vais vous parler ce matin, c'est de l'équipe IRT, pour expérienceurs ressources ou en français, équipe de soutien aux expérienceurs. Alors nous appelons expérienceurs, en fait, les personnes se disant contactées ou abductées par des intelligences non humaines. Vous verrez, je n'emploie pas le terme extraterrestre. J'ai beaucoup de mal avec ce terme. Je préfère parler d'intelligence ou d'entités exogènes, parce que nous ne savons pas vraiment qui ils sont. Voilà, je vais faire dérouler. Ici.
Je pense que c'est bloqué. C'est elle qui a remis en place en fait l'équipe IRT. Catherine Barden, ce n'est autre que la nièce de Betty Barney-Hill, le célèbre, enfin le couple enlevé en 1961. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Vous avez une affiche là derrière le stand du MUFON expliquant un peu leur expérience. Donc Catherine, c'est 20 ans au sein de la direction du MUFON, directrice internationale des enquêteurs de terrain du MUFON, fondatrice dont directrice de l'équipe IRT, créée en 2011. En 2012, elle reçoit un prix de chercheur de l'année. En 2021, l'International UFO Congrès lui décerne son prix pour l'ensemble de sa carrière. Elle a édité un ouvrage qui s'appelle Au contact extraterrestre, que faire lorsqu'on a été abducté. En fait, c'est vraiment spécifique pour les expérienceurs, notamment quand on a affaire à des entités malveillantes. Elle a, dans son ouvrage, mis en avant plusieurs solutions pour se débarrasser de ces entités. J'ai l'ouvrage au stand, si vous voulez le consulter, je vous le montrerai. C'est pas toujours efficace non plus. Faut pas... Donc, comme je vous disais, l'IRT, c'est l'approche spécifique du MUFON, chargée de l'accompagnement des soutiens psychologiques. Alors, les expérienceurs, je vous ai décrit ce que c'était des contactés ou des abductés, enlevés en français, par des intelligences ou entités non humaines. Alors, l'équipe est composée de 65 personnes compétentes dans divers domaines. Il y a des psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, thérapeutes énergéticiens, des spécialistes aussi des états modifiés de conscience. Les autres membres du groupe sont choisis pour l'expertise scientifique ou la capacité naturelle à la bienveillance à l'égard de ces personnes victimes d'abduction. C'est beaucoup d'empathie et de compassion, de bienveillance. On n'est plus du tout dans l'enquête, là. L'enquête de terrain, il faut oublier. Justement, pour nous, c'est difficile au départ, quand on est enquêteur, de se raisonner en disant je m'intéresse tout d'abord à l'humain, la condition humaine, et pour lui donner des solutions pour l'accompagner, le rassurer et se défaire de ces entités éventuellement. Alors aux États-Unis, principalement dans les pays anglo-saxons, il y a une liste, on va dire, une liste de diplothérapeutes de terrain ou des professionnels de santé. Ce sont des prestataires privés, indépendants complètement du MUFON, où les gens peuvent s'adresser. C'est une liste de gens sérieux, on va dire, entre guillemets, où les expérienceurs peuvent aller en toute confiance. Depuis juillet 2020, le MUFON France et Belgique compte 4 membres de l'équipe IRT. Ça a été le premier, parce qu'auparavant, avant juillet 2020, et la venue de Jean Charot, qui était déjà membre IRT, on adressait directement les expérienceurs, lorsqu'on avait l'occasion de les côtoyer, au Céro France. Je ne sais pas si vous connaissez le Céro France, qui est une association française. Je vais vous expliquer tout à l'heure, je vais vous la présenter. Et on les adressait directement à ces professionnels. Il y avait des psychologues qui étaient capables de les prendre, de les accompagner, on va dire, de façon professionnelle et médicale. Donc les 4 membres, c'est Jean-Louis Charot, directrice IRT pour l'Europe, Emma Eckett, Jean-François Obsommer, qui est le directeur national du MUFON France et Belgique, et moi-même. Donc à ce jour, nous avons accompagné à peu près 90 expérienceurs dans une quinzaine de pays. Il faut savoir qu'en fait, l'équipe IRT est gérée directement par la direction américaine. Ce n'est absolument pas local. Ils nous attribuent des personnes à accompagner. Ça peut être en France, bien sûr, mais ça peut être en Espagne, dans d'autres pays d'Europe. Dans les pays de l'Est aussi, on a pas mal de cas sur les pays de l'Est. En Ukraine aussi. Donc voilà, je vais aller plus loin. Alors, les spécialistes du phénomène des abductions, bon, vous les connaissez certainement. Bud Hopkins, bon, c'est la figure incontournable du phénomène. C'est par lui vraiment qu'est venu cet intérêt pour les abductions et aussi le fait qu'on se retrouvait face à quelque chose d'inconnu et d'important. John Mack a donné les lettres de noblesse, on va dire,
à cette thématique par son implication et son professionnalisme. Une personne aussi qui est aussi très intéressante, bien que faut voir si c'est assez dirigé, ces travaux sont assez dirigés. Donc à prendre entre guillemets, c'est David Jacobs. Lui est parti beaucoup sur l'hybridation de l'espèce humaine par des entités, des intelligences exogènes. Et puis dans l'association Sérofrance, qui avait été créée à l'époque par Myriam Belmire et Nicolas Dumont, qui est très connu et reconnu. Ils ont créé l'association Sérofrance afin d'accueillir, de former, de soutenir, de favoriser les rencontres et les échanges avec ceux qui ont vécu ce type d'expérience. Donc ils sont toujours en activité, enfin Myriam n'est plus à la tête de l'association, Nicolas a pris aussi un autre chemin, mais actuellement c'est très bien géré. Voilà, vous pouvez toujours, pour les expérienceurs, on avait tendance toujours à les diriger vers cette organisation très sérieuse. Alors, quelques ouvrages incontournables que je vous conseille si vous êtes intéressé par le phénomène. C'est l'ouvrage de John Mack, Enlevé par les extraterrestres, Bird of Hits. Vous avez aussi Jacobs, qui marche parmi nous, Bird of Hits, Enlèvement extraterrestre. Le Sérofrance, les expérienceurs français parlent. Nicolas Dumont, La clinique des abductions, qui est un ouvrage dont je me sers énormément, qui m'aide beaucoup, qui est très difficile à lire en fait, assez difficile, assez technique. Marie-Thérèse de Brosse, la journaliste bien connue, enquête sur les enlèvements extraterrestres, et Stéphane Alix, l'ouvrage de Stéphane Alix, et l'enquête de Stéphane Alix, aussi très intéressant. Donc là, je vais vous parler, vous exposer plusieurs cas que j'ai suivis personnellement. Alors j'ai orienté un peu, tout d'abord ça partait sur une observation et ensuite en discutant les personnes, s'aperçut que dans leur vie il se passait bien d'autres choses. Donc là c'est le dossier, si vous voulez aussi au BIFON, je viens de vous dire, vous préciser, nous avons une banque de données internationale qui est protégée, cryptée, auquel tous les enquêteurs du monde entier, appartenant au BIFON bien sûr, on a l'accès à des milliers de cas. Enfin. Et donc, ils ont un numéro, chaque cas a un numéro. Bon, celui-là, c'est le 108 734. Donc c'était le 16, je vais vous laisser lire aussi en même temps. C'est le 16 janvier 2020 en France, dans le département de l'Aisne. Alors j'ai changé les noms aussi, bien sûr, pour protéger l'identité, préserver l'anonymat. Les 22h, et la famille Durand part se coucher, les deux enfants ainsi que les parents. Brigitte, la maman, déjà dans son lit, regarde le film sur son téléphone portable. Son mari, Christian, décide avant de la rejoindre de vérifier depuis la fenêtre de la chambre de leur fils, située à l'opposé de la leur, si le toit ouvrant de leur voiture est bien fermé pour la nuit. C'est à ce moment-là qu'il aperçoit face à lui une lumière blanche et très vive, semblant se déplacer dans leur direction. Donc jusque-là, rien d'anormal. Intrigué par ce qu'il voit, il alerte son épouse, qui le rejoint. Leur fille de 5 ans dort profondément, et leur fils âgé de 8 ans, réveillé par l'activité de ses parents, participera lui aussi à l'observation. Munie de son téléphone portable, Brigitte décide de filmer cette lueur. Cette boule de lumière, en plus de sa luminescence exceptionnelle, semble se comporter de façon inhabituelle. Tout en continuant d'avancer dans leur direction et de suivre une trajectoire plus ou moins rectiligne, elle se déplace vers la droite, puis se repositionne dans son axe. Des sortes de halos, comme de gros cercles orangés l'entourent. Elle semble se déformer, se transformer, sans aucune explication apparente. Brigitte continue de filmer, et bientôt la lumière est au-dessus d'eux et survole leur habitation. Suivie alors de son mari et de son fils, elle se précipite ouvrir le volet roulant et la baie vitrée donnant sur le jardin à l'arrière de la maison.
afin de poursuivre de l'extérieur leur observation. La surprise est de taille, car apparaissant très distinctement, 6 lumières jaunes orangées, maintenues par une structure hexagonale, plus ou moins translucide, laissant entrevoir les étoiles au travers. Donc sur la gauche, alors, je vais essayer. Sur la gauche, la photo de gauche, c'est extrait en fait de la vidéo qu'elle nous a fournie. Vous pouvez voir cette petite étoile, cette lueur, rien d'anormal, ça pourrait être une étoile tout à fait normale, il n'y a pas de souci. Sauf que quand elle est arrivée, elle s'est déplacée dans leur direction. Ils ont l'habitude de percevoir en fait, ils sont pas loin d'Orly, Charles de Gaulle, dans la région parisienne, et ils sont habitués à avoir des dizaines, voire des centaines d'avions de ligne, amorçant leur descente avant de se poser sur l'aéroport. Enfin, mais quand l'étoile est arrivée au niveau de leur habitation, voilà ce qu'ils ont vu sur la droite, sur votre droite. Au milieu, c'est le dessin des époux Durand. Ils étaient d'accord pour dessiner la même chose. C'est un objet hexagonal, avec 4 lumières assez importantes. Une lumière plus faible à l'avant, une autre plus faible à l'arrière. Voilà. On a joué le jeu avec eux en demandant aux jeunes enfants, aux jeunes garçons, de décider, prendre ça pour un jeu. On l'a fait décider, enfin ils l'ont fait décider à part et eux ont décidé de leur côté. Et quand ils ont remis côte à côte, on voit que la structure est différente, mais il n'empêche qu'il y a bien les 6 lumières oranges, blanches orangées. Donc quelque part, ça valide un peu ce qu'ils ont pu voir. Alors là, j'ai précisé, l'objet sans aucun bruit semble stagner ou fortement ralentir la plante de leur propriété. Bon, ça tout dépend. C'est difficile à évaluer en fait. Quand un objet se déplace et que nous on bouge en même temps, on peut avoir l'impression qu'il fait du surplace. Mais en fait, il continue. En général, il continue sa trajectoire de façon normale. Alors il y avait un clocher juste derrière chez eux, là, qui donnait sur le jardin de leur maison, le clocher du village en fait. Ils pensaient presque qu'il allait percuter le clocher, tellement il était bas. Donc il continue sa route, se diriger sur la droite du clocher de l'église du village pour finalement passer sur sa gauche et disparaître sur place, comme si on avait appuyé sur l'interrupteur. Ça, ils sont d'accord tous les deux pour me dire que ça s'est éteint d'un coup. En fait, ça s'est éteint, voilà. Il n'y avait plus rien. Vous étiez assez interloqués par rapport à ça. Donc j'ai passé de nombreuses heures avec eux, surtout avec Brigitte, ma maman. Donc ils m'ont paru sincères, vraiment ils n'avaient pas... D'ailleurs ils voulaient préserver absolument leur anonymat. Puis l'authenticité des photos et des vidéos nous ont procuré. On a pu... bon, il n'y avait pas de... Pour nous, il n'y avait pas de triche dans ces vidéos. Donc, on a déduit qu'ils étaient honnêtes et intègres. Donc, c'est pratiquement la fin de notre entrevue que Brigitte a osé me parler d'un petit souci qu'elle avait. Elle aurait rencontré une entité quelque temps avant. Donc, elle me raconte son expérience extraordinaire. Une rencontre dans sa chambre quelques mois auparavant avec une entité non humaine. Cette nuit-là, Christian, son mari exerçant le métier d'éboueur, quitte la maison comme à son habitude vers 2h40. Brigitte, ayant toujours eu peur du noir, et dormant avec une petite veilleuse, récupère comme à l'accoutumée ses 2 enfants dans son lit. Un rituel familial qui était très apprécié par tous les 3, par la maman et les 2 enfants. Tout le monde se rendort rapidement dans le même lit, un enfant de chaque côté. C'est vers 3h10, donc à peu près une demi-heure après que le papa soit parti, que Brigitte se réveille subitement. Face à elle, debout devant la fenêtre de la chambre, se tient un être humanoïde de bonne taille, impassible, au visage musclé, elle l'a décrit, elle a vu parfaitement le visage, très musclé, très carré, et aux grands yeux noirs en amande, une peau grisée, et ce qu'elle a remarqué aussi, l'a interpellé, sont des taches de rousseur sur la partie gauche de son visage. C'est très visible. Elle m'a expliqué que ça lui donnait l'impression d'avoir affaire à un être âgé,
un peu âgée, quoi, et qu'elle lui semblait le connaître. Elle était quand même terrorisée, elle voulait crier, mais aucun son ne pouvait sortir. Son corps était rigide et paralysé, seuls ses yeux gardaient une certaine mobilité, puis elle perd connaissance. Elle s'en va. Le deuxième cas, le 27 août 2018 en France, dans le département de la Haute-Savoie. Le témoin, Bernard, est un jeune retraité de 58 ans menant une vie simple et calme dans son petit pavillon. Ses journées sont répétitives et souvent réglées à l'avance. Célibataire, sans enfant et vivant seul avec ses 2 chats comme seule compagnie. Cet ancien chauffeur poids lourd a passé 30 ans de sa vie professionnelle dans les services de l'équipement. Il était affecté à l'entretien des infrastructures routières montagneuses et plus spécifiquement au déneigement des viaducs. De nuit paisible, comme d'habitude dans ce petit village, quand vers 2 heures du matin, il se réveille subitement. Face à lui, dans la pénombre, au pied de son lit, 2 silhouettes se tenant debout côte à côte l'observent. Surpris, paniqué, il pense immédiatement à 2 cambrioleurs. Instinctivement, il a un mouvement de recul pour s'adosser au montant de son lit, tout en essayant de reprendre ses esprits. Il s'écrie « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Bernard a l'habitude, c'est lui d'été, de laisser une petite fenêtre ouverte, laissant tout loisir à ses chats de rentrer ou sortir de l'habitation. Il est alors persuadé que ces 2 personnes ont réussi à se faufiler dans l'ouverture, venant aussi lui faire la peau. Il est dans un état de stress maximal, très oppressé, et ressent une vive douleur dans sa poitrine. Dans cet état d'extrême anxiété, il entend dans sa tête « Calmez-vous, vous n'avez rien à craindre ». Le fond. Ça revient souvent, c'est ça. Donc là j'ai simulé un peu d'effort, moi j'ai retrouvé ça pour vous donner l'impression que ça peut donner. Bon, il y aurait une deuxième personne à côté plus petite. Le message qu'il qualifiera de télépathique semblait provenir de l'être le plus grand. Son cerveau était alors comme littéralement compressé. Il prend le temps d'observer ces 2 personnages de forme humanoïde, sans aucun mouvement, stoïque. Il distingue le tronc, la tête, les 2 bras et le haut des jambes, le reste étant caché par l'extrémité de son lit. Le plus grand, d'une taille estimée à 1,90 m, le second d'environ 1,50 m. Il distingue également une sorte de combinaison très pâle, légèrement fluorescente, sans ceinture, venant couvrir leur corps jusqu'au niveau du cou et des poignets. D'ailleurs, ça, il me le décrivait, il avait une statue de la Vierge Marie. À son moment, avait une statue, il m'a dit ça me fait penser vraiment à ça, c'était fluorescent. Vous savez, dans le noir, dans la pénombre, ça devient fluorescent, c'est exactement ça, la même chose. Paradoxalement, il n'arrive pas à percevoir leurs mains ni leur visage, qui semble cependant bien proportionné par rapport au corps, sans protubérance. Il arrive tout de même à se détendre quelque peu, se laissant glisser doucement sur sa gauche, avec son oreiller au travers de son lit en position de chien de fusil. Il ne les quitte plus du regard. Il estime être resté dans cette position quelques minutes, cherchant désespérément à communiquer avec eux, mais sans qu'aucun son ne puisse sortir de sa gorge. Il ne pouvait plus bouger ni ses pieds, ni ses mains, comme paralysé, luttant pour ne pas fermer ses yeux. L'entité la plus grande tend alors vers lui une sorte de baguette d'environ 50 à 60 cm, venant toucher, sous la couette qui le recouvrait, la plante de son pied gauche. Là, il m'a décrit vraiment, il a bien ressenti l'impact de la baguette, de l'objet, lui touchant la plante du pied. Instantanément, une décharge électrique parcourt son corps en remontant jusqu'à son cœur. Il cligne alors des yeux plusieurs fois avant de perdre connaissance. Là, il a eu très peur. En fait. Il pensait mourir. Il a senti une énergie très chaude, enfin, comme si le corps s'était réchauffé depuis la plante des pieds en revenant comme une anesthésie, en fait. Ce qu'on peut suivre, ce qu'on peut vivre lors d'une anesthésie. Le lendemain matin, Bernard se lève comme son habitude vers 8h30. C'est après le petit déjeuner, en lisant ce journal, que les souvenirs de la nuit passée lui reviennent brusquement.
Au-delà de sa rencontre avec les deux entités, il se rappelle parfaitement de ce rêve si déroutant fait cette même nuit. Il se voyait flotter, observer son propre corps, nu, allongé dans une sorte de tube horizontal, fait de verre transparent verdâtre de 2 à 3 mètres de diamètre. Excusez-moi. Ses jambes et ses pieds sont joints mais allongés, ses bras sont écartés. Il entend alors un léger ronronnement, comparable à une machinerie, et observe directement une sorte de rayonnement magnétique et de petits éclairs verts durant le tube. Il regardait cette scène comme s'il était sorti de son corps, à 2 ou 3 mètres d'altitude. Alors il me décrit la pièce dans laquelle il se trouvait. La dimension de la pièce était d'environ 50 mètres carrés, circulaire et à l'éclairage tamisé, équipée d'hublots opaques et rectangulaires sur la périphérie, en partie supérieure. Aucune autre personne n'était alors présente. Le lendemain de son expérience nocturne, il ne pouvait mouvoir que très difficilement sa jambe gauche. Et impossible pour lui de retourner son pied pour l'observer. Excusez-moi, je pourrais avoir un verre d'eau. Oui. Merci. Il constatera également la disparition de ses douleurs chroniques, problèmes d'acide urique, d'arthrose pendant les 10-12 mois suivants cette rencontre. Ce qui n'était jamais arrivé. En fait, il aurait eu, d'après lui, une sorte de guérison de son état de santé. Momentané, puisque ça durait à peu près 1 an. Cependant, il se voit confronté depuis à la gêne quotidienne provoquée par des acouphènes. Ça arrive souvent lors d'expériences avec des rencontres avec des entités comme ça. Il peut souffrir d'acouphènes récurrents. 4 ou 5 jours avant cette rencontre, il avait observé sur sa main droite 3 points rougeâtres de 6 à 8 mm, parfaitement similaires et symétriques, entre ses os métacarpiens. C'est ce que je vous ai représenté sur la partie droite du petit dessin, tel qu'il me l'a défini. Donc j'ai eu plaisir longuement à échanger avec lui. J'ai trouvé très sain d'esprit, rationnel, discret, cultivé, très réfléchi. Ne recherchant ni le sensationnel ni la popularité. Et là, face à lui, il me dit, Monsieur Barouillet, j'ai été terrorisé par ce que j'ai vu. J'ai vu un reptilien. Ah bon? Oui, d'accord. Un reptilien, comment ça? Ben, un dragos. Les grands reptiliens qui sont décrits des fois par des gens. Mais Monsieur Barouillet, il était magnifique. Il était imposant. Il faisait au moins 2,50 m de haut. Une musculature terrible, un dégradé de verre. Il avait les pupilles verticales. Mais j'étais terrorisé, j'avais très peur. Et il me parlait dans ma tête. Il me disait de ne pas avoir peur. Qu'ils étaient bien là, ils ont toujours été là, qu'il avait un message à me donner. Et comme je ne voulais pas l'entendre, je commençais à fermer la fenêtre, et dans ma tête, j'ai entendu une voix, mais vraiment satanique. Un mordonnant, en fait, de ne pas fermer la fenêtre. Et lui s'est déplacé vers ma maison. Et quand il se déplaçait, j'entendais boum, 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 boum. Et comme je n'étais pas prêt à le conscientiser quelque part, j'avais un buisson, des orchidées. Il y avait un grand buisson juste à côté. Il a secoué le buisson pour me montrer qu'il était réel. Et là, je n'ai pas pu bouger, j'étais tétanisé. Et je n'ai pas pu dormir les nuits suivantes. J'ai réussi à fermer. Je suis parti, j'étais hyper angoissé, je suis parti. Impossible de raconter ça à ma femme. Et ça a été... là, je me suis dit, il me faut de l'aide, il faut absolument de l'aide.
soit je deviens fou, ou je finis en hôpital psy. Quoi. Et c'est comme ça que c'est venu. Et alors, sa grande peur, en fait, c'était la peur de disparaître. Il me disait sans cesse, si je dois disparaître comme ça, sans laisser de traces, sans rien laisser, je veux que vous donniez l'information. Vous donniez l'information à ma femme, surtout. Que j'ai eu cette rencontre. Il avait peur de se faire manger, que sais-je. Voilà. Donc ça, c'est la partie, je vais accélérer parce que on pourra en reparler après, j'ai plein d'anecdotes à vous raconter si vous souhaitez. Donc l'abduction, c'est le rapt, déconnexion du monde ordinaire, réalité hybride. Paralysie, humiliant et douloureux en examen physiologique, prélèvement corporel de peau, de muqueuse, de cheveux, de sang, de sperme, d'ovules, stimulation artificielle, pose des plans. Tests et diverses épreuves physiques, mentales et psychiques, présence parfois de jeunes enfants hybrides, ça revient très souvent, expérimentation énergétique, génétique, émotionnelle, projection d'un futur apocalyptique, par exemple, ils projettent ça, ils regardent comment vous réagissez. En fait, ils étudient les réactions humaines. Et parfois, souvent, il y a de la récompense, la fameuse récompense, où ils font un petit tour de navette, visiter des lieux, au voyage spatial, enseignement, ils vous donnent des enseignements, des soins énergétiques. Ça, c'est la récompense, toujours. Après l'abduction, en général, c'est constat de temps manquant, rêve, cauchemar récurrent, souvenir récurrent, blocage de la mémoire, amnésie, acouphènes, pensées intrusives. Ils vont programmer, vous êtes programmés, ils sont très manipulateurs, ça c'est évident. Sensation d'être marqué, manipulé, surveillé, localisé, contrôlé, dirigé. Marque corporelle, vous pouvez avoir des griffures dans le dos, ça peut arriver, 3 doigts, 4 doigts. Des stigmates, des plaies, des brûlures, des cicatrices, des implants, des incisions, des traces de sang sur l'oreiller, parfois la nuit. Ça vous provoque quoi? C'était stress post-traumatique, souffrance, épuisement, tristesse, somnolence, phobie, insomnie, crise d'angoisse, peur du noir, sentiment de viol physique et psychique, terreur, isolement. Choc ontologique, changement de paradigme, modification de conscience, perception extrasensorielle, faculté paranormale et médiumnique, vision, don de guérison, mutation spirituelle, transformation, dissociation, conscience écologique, hypersensibilité, altruisme. C'est l'impact que l'on retrouve très souvent. Là, ce sont les marques corporelles. Donc, le tatouage gris et brûlure sur l'intérieur du poignet droit, là, c'est un cas qu'on a suivi. La personne vous envoie la photo. Ça revient très souvent, ce type de grille. Ne pas confondre avec ceux du sèche-cheveux. Au milieu, là, vous voyez, avec toutes les lettres A, C, B, D, E, F, G, c'est les marquages qu'a eu John, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'anglais qui vivait en Espagne. Chaque fois qu'il s'est réveillé, il avait un nouveau marquage. Vous essayerez d'enlever un morceau de peau. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. En général, on saigne. Et avant que ça cicatrice, vous voyez, il y a toujours une croûte, en fait. C'est-à-dire que lui, non, il avait automatiquement le prélèvement, il n'y avait pas de croûte, il n'y avait pas de saignement, il n'y avait rien. Donc il s'est amusé chaque fois qu'il faisait le cauchemar, qu'il se retrouvait dans le tube, le lendemain, il avait une nouvelle cicatrice. Donc il l'entourait, il marquait. Il a pris le temps. Au milieu, c'est le marquage bioluminescent sur la peau, apparaissant sous lampe UV. Ça peut arriver, il faut faire attention aussi. Ce n'est pas obligatoirement une preuve, loin de là. Et à droite, coupure en forme de triangle isocèle sur l'intérieur du poignet gauche. Ça, c'est une des témoins. Vous envoyez le marquage, vous voyez, forme isocèle. Bon, les implants, bon, là j'ai repris ceux du docteur Roger Lire. Bon, je ne vais pas le lire, mais qui est aussi remis en question aussi parfois. Il faut savoir que nous, au Bifront France, nous avons des plans. Ou est-ce qu'on en a d'autres? Nous en avons un qui est protégé, que nous allons envoyer prochainement au labo du Bifront aux États-Unis pour analyse. Et d'ailleurs, il se passe beaucoup de choses avec cet implant. Alors, les expérienceurs, il s'agit d'imposteurs, d'affabulateurs, de délirants, de mythomanes. Plusieurs analyses psychologiques révèlent pourtant que ces personnes semblent tout à fait sincères et saines d'esprit.
Plusieurs études ont été menées, notamment l'étude Buffon de Cathy Marden et Denis Stoner, mais aussi le projet Omega de Kenneth Ring, ou bien l'étude de la Fondation Free, portant sur plus de 3000 expérienceurs. Les études universitaires ont même cherché à identifier les raisons pour lesquelles les victimes d'enlèvement avaient embrasé cette idéologie délirante, la paralysie et les hallucinations du sommeil, ainsi que les troubles de la personnalité, ne pouvant expliquer qu'une partie infime des supposées abductions. Dans les années 50, nous parlions essentiellement de contacts bienveillants et spirituels, où l'on nous mettait en garde sur le danger des armes nucléaires, de la guerre, ainsi que sur l'importance d'une bonne gestion de notre planète. La cupidité, la violence, la souffrance devaient prendre fin. Un idéal utopique prôné par ses frères et sœurs de l'espace face aux dérives nationalistes, à l'exploitation outrancière et capitaliste des ressources naturelles, sans préoccupation de l'impact environnemental. Puis la nature du contact a évolué, s'est complexifiée à partir des années 70, je dirais même 65, 1965. L'image bienveillante et spirituelle de ces visiteurs s'est effacée, au bénéfice exponentiel des codes d'enlèvement, de contrôle et de programmation mentale, ainsi que de procédures médicales invasives. Les personnes enlevées insistent sur le fait qu'elles sont retirées de leur environnement naturel et transportées dans un ailleurs inconnu, à la fois étranger et surnaturel. Quelques minutes à plusieurs heures de leur vie ont littéralement disparu de leur mémoire. La conscience de trous dans leur emploi du temps autour de l'obsession, s'accompagnant de peurs diffuses, de cauchemars récurrents et parfois de terreurs ou de phobies inexplicables. Quel que soit leur âge, leur éducation, leur rang social, leur profession, leur croyance, la grande majorité des abductés partagent presque toujours la même expérience. La même chronologie dans le déroulement des événements, au point d'en dégager facilement un scénario archétypal. Bon, je vais passer là-dessus parce que ça aussi, là je vous décris comment se passe en général une abduction. Là je vais conclure. Alors avons-nous affaire à des intelligences non humaines? Pour les ERT du Buffon, c'est avant tout accepter cette possibilité, ou tout au moins l'envisager. Pour aborder pleinement cette thématique, il nous faudra alors mettre entre parenthèses toutes nos références, mais aussi bousculer nos certitudes et se défaire de nos conditionnements matérialistes. Donc, ça passe par l'accompagnement humaniste et fraternel, l'écoute sans jugement auprès de ces expérienceurs. C'est un suivi bienveillant, empathique, où notre seule préoccupation sera le bien-être et l'état de santé de la personne. Il faut comprendre leur souffrance, aussi physique comme psychologique, et sur leur impossibilité de partager, de décharger le choc ontologique qu'ils ont subi. Alors, qu'est-ce que pourraient être ces intelligences, si on se projette un peu? Elles semblent multiples et pour la plupart très proches de notre réalité consensuelle, capables d'interférer avec notre matérialité. Schématiquement, les premières peuvent être des égrégores, des parasites énergétiques, dont une minorité se nourrirait principalement d'émotions humaines, capables d'influencer les sentiments des personnes les plus fragiles, en s'initiant psychiquement dans leurs pensées, créant aussi pour partie l'addiction, la frustration, la colère, la haine et la violence nécessaires à leur survie. Les suivantes pourraient être les esprits de personnes décédées, restant momentanément en proximité pour diverses raisons. Les capacités à conscientiser leur mort, l'attachement à leur famille ou leur bien matériel, le message à transmettre ou le besoin de rassurer leurs proches. Les troisièmes pourraient être des créatures capables d'interférer directement et ostensiblement avec l'humain dans notre matérialité. Ce sont les phénomènes de poltergeist, d'emprise, de possession démoniaque. Les quatrièmes pourraient être des êtres ou des entités aliens ou extradimensionnelles. On dira les deux, dont une partie serait responsable des différents contacts et abductions d'êtres humains. Les dernières, enfin, pourraient être des consciences subtiles, immatérielles, spirituelles et bienveillantes, dites angéliques, éclairées, lumineuses. Donc je me suis intéressé, moi, à la partie archétypale, parce que souvent c'est décrit comme des grilles, mais je me suis dit, ce sont des entités, des intelligences non humaines, ils sont capables de nous manipuler et de montrer une image qui n'est pas véritablement la leur.
Et je me suis intéressé au problème archétypal, à savoir, on parle en général de gris, même si c'est un terme péjoratif, des reptiliens, des insectoïdes, des mantoroligènes, des félinoïdes, des delphinoïdes, des translucides, des grands blancs, des grands bleus, des grands blancs, des anciens, etc. etc. La liste est inépuisable. C'est un véritable capharnaüm. Alors, pour les appréhender, alors bonne ou mauvaise identité, c'est pas si simple, et ces concepts, je pense, sont propres à l'humain. Ils sont ce qu'ils sont. Ils vous montrent ce qu'ils ont envie de vous montrer, en fait. Pour les appréhender d'abord, de mon point de vue, pour les appréhender, il faudra leur prendre conscience de plusieurs choses. Ce que nous appelons en réalité, ce que nous vivons tous ici en ce moment, notre espace-temps à 3 dimensions, plus le temps qui défile, longiligne, quelque part la 4D, ne serait en fait que le fruit d'une conscience universelle. Ce que nous vivons tous en ce moment, ça serait fictif en fait, ça serait lié à nos consciences individuelles, projetées dans une conscience immatérielle, universelle et non localisée, créée à partir des formations quantiques, une matrice, une sorte de matrice, on revient toujours à un peu à la même chose, un consensus matérialiste inhérent à nos sens et admis collectivement pour nos consciences individuelles. Dans quel but? Pour faire une expérience d'incarnation. Dans ces conditions, nous ne serions donc pas notre corps physique, nous l'emprunterions comme un véhicule pour un temps déterminé. Notre cerveau appartenant à cette réalité matérialiste serait dans les capacités de créer la conscience individuelle, mais servirait principalement de récepteur à celle-ci. Cela semble être démontré par les EMI, expériences non évidentes. Vous trouverez des dizaines, voire des centaines de témoignages sur le net. Il y en a en général c'est positif, et un pourcentage aussi de négatifs. Démontrer également, à ça aussi j'insiste là-dessus, pour ceux que nous appelons les voyageurs, ces personnes capables de sortir de leur corps biologique. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns. Certains ont rencontré des entités non humaines, dont ils peuvent se déplacer à la vitesse de la pensée, quand ils sont dans leur corps de lumière, entre guillemets, et ils ramènent des informations. Et moi, ils m'ont dit, oui, les gris existent. Ils existent, quand on les voit, ils sont dans leur apparence archétypale, telle que l'humain le voit dans la réalité normale. Bon, là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est très intéressant d'avoir des échanges justement avec eux. Vous avez aussi la délocalisation de conscience possible hors de son corps physique. Le cas de Nicolas Fraisse, je ne sais pas si vous connaissez. Intéressez-vous à ce sujet, c'est très intéressant. 10 années d'exploration scientifique menées par Claude Charles Fourier, psychologue clinicien, et Sylvie Détiolaz, biologiste moléculaire et directrice de l'Institut suisse des sciences non éthiques. Bon, là, pour finir, nous avons créé un pôle médical depuis cette année, des pôles en fait, pour suivre les expérienceurs. Donc, nous avons Brigitte, qui est médecin expérimenté et spécialiste en biologie médicale, physiologie spatiale, médecine spatiale et aéronautique. Nous avons aussi Catherine, qui est présente aujourd'hui parmi nous. Je la remercie. Qui est psychologue clinicienne et hypnothérapeute, expérimentée et formée à la thérapie EMDR, aux expériences dites extraordinaires et aux états modifiés de conscience. Alors, nous sommes en train de mettre en place un protocole de suivi, d'accompagnement médical des expériences, grâce à elle. Alors, on pense à la thérapie EMDR, bien sûr, l'hypnose ericksonienne ou régressive quantique, méthodologie de Dolores Cannon. Nous allons avoir bientôt le retour d'expérience peut-être d'une personne, d'expérienceuse, qui elle veut à tout prix, qui avait déjà fait de régression quantique de Dolores Cannon, qui va à tout prix essayer, Calogero, Griffasi, la régression mésotérique qui est plus violente. On va voir ce que ça va donner avec elle. Elle est prête à nous faire le retour, donc ça va être intéressant. Alors il y a les possibilités de se mettre en transe ou en état modifié de conscience par divers moyens. La méditation active, stimulation de l'énergie naturelle ou vitale appelée Qi en japonais ou Chi en chinois,
pratique associant des mouvements lents, la maîtrise du souffle basée sur des exercices respiratoires de concentration, issus des pratiques de yoga ou d'arts martiaux. Vous avez aussi des technologies de luminothérapie. C'est pour synchroniser l'activité cérébrale afin de sélectionner les ondes θ ou alpha, responsable de l'activité psychique proche de la méditation, de la relaxation profonde. La respiration holotrophique aussi, qui est développée par Nicolas Dumont. C'est les puissances techniques d'expansion de conscience. La méditation chamanique ou méditation transcendantale, par le moyen de sons, de fractales ou de mantras. Et puis bien sûr l'entretien individuel, formation de groupe, de paroles, d'échanges entre les expériences. Donc voilà en gros, j'ai fait le tour. Il y a beaucoup de travail et je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir résolu le problème de ces interférences. Alors pour conclure, je dirais peut-être qu'ils sont là pour nous éveiller. Ça me rassure quelque part. Pour nous permettre de passer à un cap nécessaire à la survie peut-être de notre espèce. Parce qu'on voit bien qu'en ce moment c'est compliqué pour nous. Sociétalement, environnemental, puis les guerres qu'il peut y avoir un peu partout, problèmes d'ego, anthropologiques, etc. Donc voilà, je vais conclure comme ça. Je vous remercie pour votre attention.